la gestion locative et patrimoniale de Patrimoine SA, qui est un organisme HLM régional, puisque nous gérons 14 000 logements de Saint-Jean-de-Luz à Montpellier, avec 77% de notre patrimoine sur l'aire métropolitaine. Mes fonctions à moi en propre sont celles de toutes les activités qui concernent le cadre de vie des habitants une fois que le logement social est construit. C'est-à-dire que mon collègue, Jean Comès, qui se présentera tout à l'heure, me livre des logements, les livre à mes équipes. Et notre travail à nous, c'est à la fois de les attribuer, de les gérer, d'accompagner la vie sociale de ces opérations, de ces immeubles, et de veiller aux questions de gestion de copropriété, de s'assurer que le recouvrement des loyers est assuré à la fois de façon juste et, comment dire, avec un véritable accompagnement social, et de mener des actions, on en reparlera, de convivialité. J'ai une petite préférence pour le terme de convivialité à celui de vivre ensemble. Vous me demandiez quelle était ma conception de la mixité sociale. En quelques mots, très rapidement, l'organisme HLM que je représente, et les organismes HLM, en tout cas de mon point de vue, ne sont pas des acteurs de mixité sociale, ce sont des partenaires et contributeurs à la mixité sociale. On a, à notre échelle d'organisme HLM, une vocation, même une responsabilité, qui est de nous assurer de l'équilibre de la vie sociale, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'équilibre de peuplement à l'intérieur de nos immeubles. Et on a pour ça un certain nombre de critères. La mixité sociale, ça se situe certainement à une autre échelle que celle de l'immeuble, voire même de la cage d'escalier, comme on a pu le penser il y a quelques années. J'espère qu'on aura l'occasion de développer tout à l'heure. Monsieur Rayon. Bonsoir à toutes et à tous. Laurent Rayon, donc Invi Sud-Ouest. Invi Sud-Ouest, c'est un opérateur régional. Nous sommes issus d'une société qui est une société paritaire, filiale d'Action Logement. Vous connaissez tous le 1% de logement, je vais le rendre simple et lisible, sur la collecte des entreprises, l'effort patronal d'aide à la construction. Ça a été créé, c'est associatif, et ça a été créé après-guerre, lorsqu'il fallait. Le premier exemple que je peux vous donner, c'était les maisons de Coron, puisque vous aviez les industries de l'acier qui étaient installées à côté des bassins mouillés. Pour faire de l'acier, il fallait de l'eau. Mes fonctions sont de développer le patrimoine, de l'entretenir, et puis d'assurer ce qu'on appelle la maîtrise de l'ouvrage. Je crois qu'on ouvre le même périmètre avec Jean-Claude. Nous intervenons sur 3 territoires denses, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, et un 4e qui est devenu très dense avec une actualité très récente qui était liée au Covid. Je parle du Pays Basque et des Suclanges. Nous intervenons, nous, en qualité de bailleurs dits intermédiaires. Nous ne sommes pas un bailleur social. Cependant, nous sommes un bailleur. Nous avons des réflexes de bailleurs. Notre segment se situe, peu importe, je dirais, l'origine de financement, de loger. Notre objectif, c'est de loger les salariés. C'est notre ADN. Mais de loger les salariés dans le cadre d'un parcours résidentiel. Nous avons dans le groupe des gens et des grosses sociétés que vous devez certainement connaître, Pronologie, la Cité Jardin, 3F, des gros mastodontes, puisque le groupe Action Logement, c'est 1,2 million de logements. Nous sommes tout petits, 6 000 logements. Ça fait beaucoup déjà, vous allez me dire, mais 6 000 logements, on les gère sur 5 agences, c'est un petit peu la difficulté, mais il faut coller nécessairement au territoire. Donc notre objectif, c'est de loger effectivement des salariés. Schématiquement, nous devons être au prix de marché, moins 10, moins 15%, moins 20% parfois, même 25% parfois, quand il y a des tensions locatives qui ne permettent plus de pouvoir loger les salariés locaux par rapport aux différents bassins d'emploi. Et ces écarts, on va les retrouver sur le bassin d'Arcachon, sur le Pays Basque. Donc on se nourrit de nos retours de gestion et de ces exemples-là territoriaux pour pouvoir asseoir
notre développement. Qu'est-ce que pour vous la mixité sociale? Quelques mots. La mixité sociale, je crois que nous sommes juste un complément de la mixité sociale pour reprendre l'idée précédente. La mixité sociale, c'est un tout. Ce n'est pas effectivement à l'échelle du village, c'est à l'échelle d'un territoire. Je crois qu'il y a différentes théories qui ont été réalisées, la théorie du carrière pour les services, pour les hôpitaux, pour les médecins, mais également pour la culture. Donc, la mixité sociale est quelque chose de sociologique. Ça concerne effectivement l'habitat, et ça concerne l'habitat dans un lieu et dans un cadre de vie. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Parfois c'est difficile, mais ça s'inscrit dans un cadre de vie, dans un lieu de vie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Jean-Claude Mestre, patrimoine, donc je ne vais pas représenter la société que Stéphanie a dit en quelques mots. Un mot rapide peut-être, c'est le patrimoine. Oui, Stéphanie. Voilà. Je voulais dire surtout que nous, on est un groupe surtout régional, puisqu'on est une structure patrimoine, le groupe Midi Habitat, qui est, dont l'ancrage principal reste la société patrimoine basée à Toulouse, qui a fêté l'année dernière ses 90 ans, donc une société de 1932. On intervient essentiellement sur l'ère toulousaine, c'est-à-dire on va jusqu'à Montauban, même la les villes moyennes qui diffusent à 40 minutes, 1 heure autour de Toulouse. On s'est implanté récemment, c'est-à-dire il y a 8-9 ans, sur le territoire languedocien. On a accompagné en fait la création de la région Occitanie. Et plus récemment, depuis 4-5 ans, comme toi, Laura, sur Pays Basque et Landes, parce qu'effectivement, c'est une notion aussi pour tout vous dire, les bailleurs circulent aujourd'hui. Donc nous, on reste sur un ancrage au Grand Sud, pour tout dire. Au niveau de notre activité, en 2 mots, on est sur une tendance à peu près de 500 à 600 logements par an en développement. Je mets à part le contexte actuel où effectivement il y a une chute de la production globale au niveau du secteur immobilier et du logement social en particulier. On n'a pas qu'une activité de locatif. Moi je m'occupe de la direction des investissements, donc à titre personnel, comme le soulignait Stéphanie, c'est développement, construction, réhabilitation du parc, puisqu'effectivement, quand on s'engage sur une commune, on s'engage pour 40, 40, 50 ans. Donc on n'a pas qu'une notion spot de faire un projet sur 2-3 ans, mais j'ai coutume de dire aux élus, on se marie avec la commune, puisque toutes les contrariétés que peut vivre le logement social, souvent les élus nous disent, il y en a, je dis des élus parce que je pense que vous vivez en première ligne avec la population, des fois des tracasseries avec le locatif en général, avec le social aussi. Nous on le vit aussi, et c'est souvent ces tracasseries nous gênent encore plus à nous, et on est là évidemment pour les régler, Stéphanie. Voilà. Donc effectivement, mon gros client principal, c'est la gestion locative, qui en fait répond à la demande du marché, la demande des locataires, des accédants aussi, puisque nous ne faisons pas que du locatif, on fait aussi de l'accession. En termes de mixité, moi j'aurais tendance à dire que d'ailleurs le slogan un peu du groupe Midi Habitat, c'est souvent on est là pour loger le plus grand nombre. Voilà. En gros, on est complémentaires, oui. Nous, on n'a pas vocation à faire du LLI, donc de l'intermédiaire. On a vocation à faire du logement social qui déjà couvre 75 à 80% de la population. C'est-à-dire que 75% de la population a accès au logement social. C'est pas neutre. Et si on rajoute alors le locatif intermédiaire, le range va se tangenter le 90%, 93%. Voilà. Donc ça, c'est pas neutre. Un mot sur la mixité sociale, rapide. C'est loger le plus grand nombre. Souvent, la mixité sociale est associée avec des occupants qui ont des plafonds de ressources différents, et on va mettre tous les occupants et les locataires dans des cases en fonction de ressources. C'est souvent des termes barbares d'ailleurs pour caser le type de population. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi de l'accession privée qui est de plus en plus difficile, voire quasiment impossible. Donc l'accession dite sociale aujourd'hui, que nous pratiquons au sein du groupe, couvre aussi, répond à 90% de la population en termes de plafond de ressources. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas que le locatif non plus.
Bonjour à toutes et tous. Donc Sabine Véniel-Le Navinec. Donc moi je suis directrice de l'habitat social en Occitanie, enfin Union sociale pour l'habitat, habitat social en Occitanie. Alors l'Union sociale pour l'habitat est, à la différence de mes collègues qui sont là, est une organisation professionnelle qui regroupe l'ensemble des organismes du logement social en France. C'est une organisation professionnelle nationale et qui se décline après à l'échelle des régions, répartition, enfin, découpage administratif. Et donc en Occitanie, il y a l'organisation professionnelle, c'est l'habitat social en Occitanie. Donc la particularité, c'est que nous ne créons pas de logement, à proprement parler, à la différence des collègues, qui sont effectivement tous membres d'habitat social en Occitanie. Nous avons 3 grandes missions. La première mission est une mission, qui est une mission d'influence. Alors le mot plus couramment utilisé, c'est le mot lobbying, mais d'influence, puisque nous sommes un secteur économique qui a un poids économique important. Il faut savoir que le logement social en France, c'est 5 millions de logements, et c'est un Français sur 6 qui vit dans le logement social. Donc voilà, c'est pas... Et on a des spécificités, notre secteur a des spécificités, notre modèle économique est particulier, et à ce titre-là, on a nécessité, et on accompagne les politiques publiques, et parce que le secteur accompagne les politiques publiques, effectivement, il a parfois nécessité de défendre un certain nombre d'intérêts. Le deuxième axe d'intervention de l'organisation professionnelle, c'est l'appui aux organismes, aux adhérents, puisque notre secteur est un secteur, alors c'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, mais voilà, on fait face à une inflation législative et qui nous oblige aussi à faire bouger les choses des organismes, et pour ça, on accompagne, je dirais, les demandes de nos adhérents. Et le troisième grand axe d'intervention aujourd'hui pour nous, c'est tout l'accompagnement de l'innovation, puisque ça a été dit, le patrimoine est né en 1932, mais le logement social, en fait, est une vieille dame, une l'expression. Il prend ses racines avec Napoléon III. C'est une politique publique du début du XXe siècle et qui, aujourd'hui encore, est mise en œuvre. Et donc, à ce titre-là, c'est un secteur qui est par définition un secteur innovant, puisqu'il a dû s'adapter aux différentes époques et vous voyez, siècles qu'on a pu traverser. Alors, à la question, qu'est-ce que la mixité sociale? Alors, beaucoup de choses ont été dites. Alors, moi, je vais peut-être simplement apporter quelques éléments. Vous êtes aujourd'hui des usagers de la ville. Et par définition, la ville est un espace de mixité des fonctions. D'accord? Je suis sûre, si on faisait un petit micro-trottoir rapide, vous diriez que pour vous, une ville, c'est parce que je peux, d'ailleurs vous l'avez dit, travailler, résider, échanger, voilà. C'est de la diversité des fonctions. Il faut savoir que la mixité sociale, c'est un concept juridique qui prend ses racines au début des années... premièrement, au début des années 90 et pleinement à la fin des années 90. Donc la mixité sociale, c'est un concept dans les politiques publiques extrêmement récent, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On l'entend beaucoup, on en parle beaucoup, on ne sait pas forcément toujours ce que ça veut dire, mais en tout cas, dans les politiques publiques, c'est quelque chose qui a émergé. Alors vous pourriez me poser la question de savoir pourquoi ça a émergé dans les années, début des années 90 et fin des années 90. Tout simplement parce que c'est des années où, en fait, on prend conscience qu'on a, en France, des populations dites défavorisées. Et que, quelque part, le logement social, qui, effectivement, ça a été dit, Action Logement a historiquement logé des salariés et loge encore aujourd'hui des salariés. Ça a été également dit, on a aujourd'hui, sur l'Occitanie, c'est 80% des ménages qui sont éligibles au logement social. Mais dans ces 80%, il y a aussi des populations qui sont plus fragilisées. Et donc la mixité sociale et le concept de mixité sociale, qui est un concept aujourd'hui juridique, est apparu dans ce contexte de crise économique dans lequel effectivement une nouvelle catégorie. Donc voilà, je voulais juste peut-être rajouter cet élément qui dit que finalement, voilà, on a cette obligation de vivre tous ensemble autour d'un produit logement qui est assez diversifié, on le verra tout à l'heure, je pense. Super, merci beaucoup à tous les quatre. Alors peut-être une question, on a parlé d'innovation, on a parlé de tension aussi aujourd'hui. On a quand même aussi des locataires qui ont du mal à sortir aussi du logement social, parce que l'origine c'est censé être une étape intermédiaire dans les temps en tout cas. On parle aussi actuellement de mixité générationnelle. Peut-être Madame Herales, est-ce que à ce sujet vous avez déjà des retours concernant justement des populations plus vieillissantes dans le logement social?
comment ça se passe, comment elles s'intègrent dans l'organisation du logement social? Il y a plusieurs strates dans votre question. Finalement, la première, c'est qu'effectivement, on a, comme tous les organismes, tous les bailleurs en réalité qui sont installés sur les territoires de longue date, le constat que nos publics vieillissent. Pour ce qui concerne le patrimoine, c'est une prise de conscience qui est très ancienne. On a expertisé dès les années 80 ce qui ne s'appelait pas encore les résidences intergénérationnelles avec des services adaptés. Aujourd'hui, on développe des produits, pardon, le terme n'est pas très agréable à entendre, en tout cas des outils qui permettent au public vieillissant d'être logé, voire maintenu à l'intérieur de logements sans être dans l'obligation d'intégrer un EHPAD ou des résidences seniors à proprement parler. On est sur la volonté de faire de l'intergénérationnel, du vivre ensemble avec des espaces communs, et on a labellisé finalement un modèle de production dans un modèle économique qui fonctionne et pour lequel on a déjà livré aujourd'hui on a 5 résidences qui sont sous ce mode de fonctionnement-là, on en a une dizaine à très court terme. Donc notre volonté de répondre à ce vieillissement de la population dans le modèle du logement social, c'est quelque chose qu'on a investi et qu'on a, j'ai envie de dire, expertisé, sur lequel on a une culture et un recul qui nous permet de dire que ce qui a été dit en introduction est très juste. Il s'agit de faire vivre des populations différentes ensemble et la question du maintien de nos locataires en autonomie dans le logement est un autre volet que celui de la résidence intergé, puisqu'on adapte aussi les logements aux personnes qui ont vieilli à l'intérieur de leur logement pour leur permettre d'y rester le plus longtemps possible. Très bien. Alors justement, par rapport à la question de l'inclusion de ces publics, il y a aussi le volet, on va dire, participatif, quand on parle d'intergénérationnel, notamment pour les nouveaux aménagements, probablement. Peut-être, madame, à propos justement sur le volet participatif, comment on pourrait développer un peu plus cette participation du public à la conception ou même à l'organisation ou la gestion de ces habitats potentiellement intergénérationnels? Alors, la participation, en fait, vous posez votre question sous l'angle de l'intergénérationnel. Il faut savoir que dans le logement social, en fait, il y a un mode très participatif. Il faut savoir que les associations de locataires siègent dans les instances de gouvernance des organismes du logement social. Donc, ils participent aux décisions. Ces associations de locataires sont par définition des locataires. Et donc, on a, de ce point de vue-là, une capacité de dialogue, à la fois dans la vie de la structure, mais également dans la définition des projets. Et l'habitat participatif, si vous voulez, c'est un terme un peu nouveau. Effectivement, on a une implication, mais sachez que le logement social est un secteur où il y a une implication des locataires. Il y a des conseils de concertation. Ils sont associés aux décisions, ils sont informés, et effectivement, on va jusqu'à la construction, parfois, de projets avec des usagers. Et donc, je pense que c'est important parce que, si vous voulez, voilà, ça fait partie de la culture et des façons de faire, des façons de construire du logement social par ce biais-là. Peut-être un complément de la RS. Ce que dit Sabine Génial est important. En macro, ça veut dire que nos représentants des locataires sont contributeurs de nos modèles de gestion et de finalement la qualité de l'intervention du bailleur social sur le territoire. Peut-être pour répondre à votre question de façon plus micro, les dynamiques d'habitat participatif qui sont effectivement récentes et dont se sont saisies nos maîtrises d'ouvrage et plusieurs bailleurs sur le territoire toulousain se saisissent de ce sujet, au-delà de la question de l'intergé. Ça repose quand même sur quelque chose qui me paraît être essentiel, pour l'avoir dans une vie précédente plutôt pratiquée. Il faut que ce soit du bottom-up, c'est-à-dire que ça ne se décrète pas. Il me semble que dans ces opérations d'habitat participatif, les collectivités doivent être
probablement à l'écoute de groupes d'habitants comme Chloé et son vétérinaire amoureux là, qui ont la volonté d'intégrer une opération d'habitat participatif, parce que ça doit partir du terrain. Dans la participation, il y a quelque chose qui relève de la responsabilité de l'habitant. Et un bailleur social qui porte un projet, j'ai envie de dire hors sol, d'habitat participatif, risque d'avoir des difficultés à rencontrer son public. Ça, c'est voilà, une expérience qui peut être la mienne, qui en témoigne. Ce qui incarne le projet, ce qui incarne la dynamique sociale de la résidence intergénérationnelle ou de la résidence familiale participative, c'est la salle commune, c'est les espaces communs, c'est comment la maîtrise d'ouvrage va répondre finalement au groupe d'habitants qui témoigne de la volonté de vivre ensemble et comment ce projet de vie sociale à l'intérieur de la résidence va prendre corps et finalement prendre corps dans un objet qui est à minima une salle commune. Monsieur Mestre, pour compléter, avec un retour d'expérience ou un exemple? Moi, c'est sous l'angle plus en amont, c'est-à-dire effectivement, puisqu'on a évoqué, Sabine, à juste titre, a évoqué la forte participation des locataires dans les décisions chez le bailleur social. Mais je pense que dans la question, il y a également la question sous-jacente, c'est aussi de participer à la construction. Parce que c'est un autre sujet sensible pour moi, en tant que maître d'ouvrage, comment faire participer, puisque c'est très tendance, si vous permettez l'expression, de dire avec la co-construction, on va faire des groupes de travail pour que les futurs occupants participent à la construction, à la conception. Mais il y a deux sur le papier, c'est merveilleux. Voilà. Dans la vraie vie, celle que nous avons vécue, Laurent, je ne sais pas, tu vois peut-être un peu mieux, on ne s'est pas concerté. Il y en a un monde là. Il faut intégrer, et avec des spécialistes, il y a des confrères bailleurs, je le dis, qui l'ont pratiqué, qui le pratiquent, qui ont, ça fait partie peut-être un peu aussi, pas de leur marque de fabrique, mais c'est dans leur catalogue. On a travaillé avec eux des projets comme ça, en partenariat. C'est sûr que les délais de conception sont beaucoup très plus, et c'est normal parce qu'il faut concevoir, les délais sont longs. Déjà, je le dis, les délais de construire un logement, on l'a demandé entre nous, c'est très long, entre le moment où il y a une décision, un agrément, souvent on livre des logements 4-5 ans après, pour une supervision, il y a des permis, etc. Là, dans la construction de la donc la question, est-ce qu'on doit développer la co-conception, projet par projet? Là, je vous parle à titre perso, je pense que c'est très compliqué, sauf à fabriquer 8 logements par an, un peu caricaturé, ce qui n'est pas aujourd'hui la demande. La demande pour nous, c'est une demande de produire beaucoup plus, énormément de besoins. Par contre, en ce qui nous concerne, on travaille avec des ateliers, des groupes de réflexion. À minima, tous les 2 ans, on revoit notre cahier des charges. Notamment, on a un cahier des charges spécifique pour les résidences dites seniors, mais qu'on préfère appeler intergénérationnel, parce que la résidence senior, en général, c'est un terme d'ailleurs de foyer logement, que des seniors, on va frôler la demande de l'arrêté de création au niveau du conseil départemental. C'est pour ça qu'il y a cette notion aussi d'intergénérationnel, et ne pas stigmatiser aussi la résidence comme étant ce qu'on appelait à l'époque des foyers logements, aujourd'hui ça s'appelle des résidences autonomie, que nous faisons aussi, mais alors le délai est encore plus long. C'est souvent 8-9 ans le délai entre les autorisations et les arrêtés de création. Donc on travaille en amont, et Stéphanie l'a souligné, de manière générale, il faut répondre à une demande, et cette demande souvent, il y a des spécialistes, des prestataires qui s'appellent des ingénieurs de lieux de vie senior. Le terme est peut-être un peu pompeux, mais il veut dire ce qu'il veut dire. On travaille avec AGP, et les repreneurs, qui sont des spécialistes de l'habitat pour seniors. Et avec des sociologues, c'est-à-dire où on définit effectivement en fonction de la réalité des besoins des seniors, considérant, et on peut en discuter, est-ce que le senior dans tel endroit a des besoins spécifiques par rapport. Mais en général, il y a des besoins macro. Donc on va travailler sur ce thème-là. Voilà. Donc c'est pas grave, parce que c'est un sujet. Alors on n'est pas contre de co-construire, mais par contre c'est vrai que c'est pas quelque chose qui pourra s'appliquer systématiquement à tous les programmes multigénérationnels. Peut-être justement un complément de M. Reynaud par rapport à l'habitat intermédiaire. Est-ce qu'il y a une transition justement sur ces publics-là? Alors il y a 3 sujets qui ont été évoqués. Le premier, c'est que notre spécificité, c'est notre paritaire. Nous ne sommes pas bailleurs sociaux. Donc dans nos statuts, les locataires
ne siègent pas. Nous avons des organisations syndicales patronales et des organisations syndicales salariées. Et tout le monde est représenté. Ce que cela peut signifier. La deuxième chose, vous parliez, vous évoquiez tout à l'heure le vieillissement. Alors, je suis venu quand même avec fait acte de préséance, mais on avait les tendances, les thématiques. Je regardais sur le Sicoval, sur le parc que nous gérons sur le Sicoval, qui est un parc qui peut avoir en moyenne une dizaine d'années, qui est des choses récentes et des choses qui sont moins. Je vais lancer à des gens qui peuvent le pratiquer aussi. La population qui a plus de 50 ans, je viens de vous m'inclure dedans, c'est moins de 10%. Le gros paquet, je dirais, de nos résidents, ce sont des résidents de nos locataires, ce sont des locataires qui ont moins de 40 ans. On est maintenant entre 25 et le gros paquet. Le troisième sujet, c'était le vieillissement, donc moins effectivement concerné. L'habitat participatif, nous avons notre siège social qui est dans le nouveau quartier, la cartoucherie, et en face de notre bâtiment, il y a un bâtiment qui a été fait participatif. Il a mis, je crois, 6 ans et demi à sortir. Pour corroborer ce que tu évoquais. 6 ans et demi. Donc vous avez je crois qu'il y a certains de nos confrères, notre confrère a eu le temps de bien réfléchir à certaines choses et surtout a appris à écrire le mot patience en plus. Les locataires, les acteurs, les occupants, du début du projet, il n'en restait aucun à la livraison. Voilà. Qui va tourner en fait. Voilà. Et nous concernant, c'est vrai que nous sommes sur un cycle. Donc, on parlera peut-être, mais on parle de logement, de la fiscalité qu'autre chose. À le privé, un locataire va rester en moyenne 3 ans. Chez un bailleur social, mais les statistiques sont en train d'exploser parce que nous avons un environnement socio-économique qui est mis à mal. On parle de rotation, c'est ce qu'on appelle le turnover, ainsi de suite. Donc on va avoir une moyenne, entre guillemets. C'est vraiment très généraliste. C'était 10 ans. Voilà. Je crois que c'était à peu près 10 ans. Nous, c'était 5 ans. C'est-à-dire que nous avions 17% du parc qui tournait en moyenne, entre 17 et 20%, qui tournait en moyenne chaque année. Pour donner un petit peu le spectre de l'information. Ça marche, merci. Donc, plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, il y a des tensions actuelles sur le foncier, notamment sur le Sicoval. Il y a quand même une volonté du promoteur privé de vouloir construire rapidement. Il y a des conditions également concernant les logements sociaux. Vous avez parlé du fameux, c'est combien de pourcents? C'était 30% de logements sociaux ou 1% à peu près sur les chantiers en fonction. Voilà, ça dépend. Donc aujourd'hui, c'est quoi pour vous les freins essentiels et comment vous arrivez à collaborer avec le privé, le centre de promoteurs, pour pouvoir monter des projets qui intègrent du logement social, quelle part des communes dans ce discours, dans ce dialogue. Ça doit être en touche peut-être. Non, pas du tout. Alors Monsieur Mestre, ou peut-être. La question, c'est nos freins. Nos freins au développement. Les freins au développement, aujourd'hui, sont multiples. Vous avez l'acceptation d'un projet. Vous avez des gens dans un territoire, la preuve par l'exemple, le Sud-Land. Tous les recours contre les permis de construire, que ce soit des bailleurs sociaux, que ce soit des promoteurs, que ce soit tous les recours. Preuve par exemple, parce que je vois qu'il y a des élus, donc je sais que c'est sensible. Tous les recours sont faits par des gens qui sont venus habiter sur ce territoire-là et qui sont résidents depuis moins de 10 ans. Donc ils sont venus acheter
un cadre de vie de paix qu'ils souhaitent préserver. Je fais sourire des gens, mais je préfère l'étayer comme ça. Donc il y a une différence, il y a donc une analyse quelque part sociologique sur la nature sur la nature et la qualité. Tout le monde ne sait pas ce que c'est un recours, c'est-à-dire qu'on va attaquer une décision administrative. La qualité du permis de construire. C'est ça qu'on va attaquer. On ne va pas attaquer le projet en tant que tel. On ne veut pas que ça change. En fait, on ne veut pas que ça change. Ça, et ça, c'est systématique. Mais si c'est vrai là-bas, parce que c'est accentué là-bas, je me dis qu'il y a un petit peu de vérité ici aussi. Je vois des gens qui hochent la tête. Tiens, voisin, un exemple. Ensuite, nous sommes clairement, nous sommes en concurrence avec le promoteur. Il y a des gens qui connaissent très bien, des confrères qui travaillent extrêmement bien. Un promoteur quitte son opération une fois qu'il a livré. Nous, j'ai bien aimé l'expression de Jean-Claude, nous marions. Nous, particulièrement, si nous avons fait un mauvais produit, entre guillemets, on est de suite et immédiatement puni, puisque ce ne sont pas des gens qui vont venir vers nous, c'est nous qui allons passer une annonce, c'est nous qui allons avoir une démarche commerciale, entre guillemets, même si je n'aime pas le terme, proactive. Si c'est une démarche proactive, nous devons nécessairement avoir le bon produit, au bon endroit, dans un plus bon cadre de vie, avec les justes prestations, au juste prix. Voilà. Peut-être Monsieur West, compléter. Sur la notion des freins, puisque c'est effectivement cette notion-là, c'est un sujet sensible, mais moi je me garderai de la langue de bois. Le public, il y a des élus, j'en connais certains, mais ce n'est pas une critique vis-à-vis des élus, mais ça va être des données factuelles. Je vais peut-être faire une caricature, mais les principaux freins, tu l'as un peu souligné au démarrage d'ailleurs, les principaux freins, c'est les habitants. C'est effectivement les habitants en place, et ça c'est un réflexe humain. Alors on a parlé de la résistance au changement qui s'applique dans tous les domaines, pas que dans l'habitat, pas que dans la ville. On a la résistance au changement dans la façon de travailler dans les entreprises, etc. Donc c'est surtout que les nouveaux habitants sont peut-être pires, je pense, si tu donnais 5 ans. Mais celui qui arrive est content, il a acheté un terrain, il a construit sa maison, il a acheté un appartement, mais il aimerait que ce soit quelque part le dernier projet de la commune. Voilà. Les élus font ce qu'ils peuvent, mais les élus sont d'abord élus, donc ils sont élus par ce qu'on appelle des électeurs, et qui sont donc des habitants, ou les habitants sont des électeurs. Je vois monsieur un petit sourire, mais c'est le sujet dont on a parlé, n'est-ce pas? Et donc les campagnes électorales sont devenues, depuis 2 élections municipales au moins, mais de plus en plus le sujet de l'urbanisme, et d'un terme qui me fait maintenant sourire, c'est, je vais caricaturer, mais le développement maîtrisé. Le fameux développement, on ne sait pas ce que ça veut dire d'ailleurs, le développement maîtrisé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Et souvent, et là je cite personne, mais il y a des exemples d'élus qui ont été élus en disant moi je m'engage à construire au moins parce qu'effectivement il faut garder une qualité de vie. Au final, ce sont ceux qui ont le plus construit d'ailleurs. Et c'est très bien parce qu'aujourd'hui, délivrer un permis de construire pour un élu, c'est un acte de courage. Parce qu'effectivement, délivrer un permis de construire, c'est se mettre à dos, si vous permettez l'expression, une grande partie de la population, soit l'élu ne se peut être élu, auquel cas le meilleur moyen c'est de signer un maximum de permis de construire, en principe si je présume qu'il soit par l'élu. Voilà. On a un petit dicton entre nous qui dit qu'un maire constructeur, c'est un maire qui perdra les élections. Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qui est historique. Et ça, c'est un vrai souci. Madame Venier. Alors, mon collègue a évoqué le frein à l'acceptation. Mon autre collègue a évoqué le frein lié au risque politique, parce que je vais revenir avant de parler d'un autre frein dont je vais vous parler, je vais juste revenir sur ce cas-là. Parce qu'il faut savoir que c'est une nouveauté quand même depuis 14 ans, c'est-à-dire les maires bâtisseurs sont souvent effectivement des maires qui prennent un risque électoral. Mais c'est une nouveauté. À la sorte depuis 45 à ces 14 ans, enfin ces dernières 14 ans, c'est-à-dire qu'on a eu 70 ans où les maires bâtisseurs étaient des maires élus partout en France. Donc c'est vraiment une rupture et un changement de paradigme. Donc c'est effectivement aujourd'hui un frein, mais c'est lié tout ça. Hein.
l'acceptation du logement, l'acceptation du changement, et effectivement le risque. Alors moi, je vais vous parler d'un autre frein, si vous permettez. En mi-tard, on est tous un peu fatigués, je vais essayer de faire simple et d'être assez... C'est le contexte économique, enfin le contexte dans lequel le contexte qui impacte le modèle économique du logement social, puis qui peut constituer un frein et qui indirectement aussi d'ailleurs impacte aussi les promoteurs. On a traversé depuis 2 ans un contexte tout à fait inédit dans le secteur du logement social, puisqu'on s'est retrouvé, si vous voulez, avec un certain nombre d'éléments qui sont venus se surajouter les uns aux autres. Alors on a quelque chose de particulier. C'est qu'en 2017, l'État a considéré que les fonds propres des organismes étaient des financements publics et qu'à ce titre-là, l'État pouvait venir chercher une partie des fonds propres des organismes de logement social. Donc ça veut dire tout simplement que l'État a fonctionné 6% des fonds propres. Donc alors ça paraît pas grand-chose comme ça, mais en valeur absolue, ça fait 6 milliards qui ne sont pas injectés depuis 2017 dans l'acte de construire. Donc ça constitue un frein à l'acte de construire. Alors, les organismes avaient une forme de résilience, même si ce n'est pas tout à fait le terme approprié, mais là-dessus, il y a eu le Covid. Et le Covid a mis en exergue une chose, c'est qu'il a mis en exergue les ruptures d'approvisionnement. Et ces ruptures d'approvisionnement ont généré des coûts, des augmentations des coûts des matériaux. Et dans l'acte de construire, on travaille avec du matériel. Ça n'a échappé à personne. Et donc là, toute la filière de l'acte de construire a été impactée avec une hausse de plus de 30% des matériaux. Le troisième élément qui est venu se surajouter à tout ça, c'est effectivement le retour de l'inflation. Alors, autour de la salle, nous sommes un certain nombre à avoir un certain âge. Nous avons parfois grandi et vécu avec l'inflation. Une inflation à 2 chiffres. Dans les années 70, tout le monde l'a connue. Sauf que dans les années 70, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Et les prix, je veux dire les subventions également. Aujourd'hui, nous avons une inflation, on renoue avec le principe de l'inflation, qu'on n'avait pas connu depuis 20 ans, mais cette inflation, les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, donc dans le logement social, on a effectivement à faire face à des phénomènes de précarité plus importants, ce qui explique la chute de rotation et effectivement des taux où les gens restent dans le parc, et puis on a à payer, et pour le logement social, les subventions n'ont pas été indexées non plus sur l'inflation. Et donc, on voit là donner 3 éléments. Et le 4e élément, si vous me permettez, qui vient de se rajouter, vous savez qu'il y a une politique gouvernementale aujourd'hui qui se met en œuvre, on y souscrit tous, très clairement, c'est la stratégie bas carbone, à horizon 2050, vous l'avez dit. Et un des outils de la stratégie bas carbone, c'est effectivement le ZAN, qui a été cité en introduction, monsieur, vous l'avez cité, le zéro artificialisation nette des sols. Sur le principe, nous sommes tous d'accord sur l'obligation d'économiser nos fonciers, parce qu'on sait tous, à regarder les sorties de ville, on se souvient tous qu'il y a eu une surconsommation et peut-être une mauvaise utilisation des fonciers. Mais ce qui se passe avec le ZAN, c'est, si vous voulez, une augmentation mécanique de la valeur vénale du foncier. Et on sait aujourd'hui, on l'observe dans certaines grandes villes, on a une augmentation du foncier de l'ordre de 30%. Et donc le foncier va devenir rare. On va avoir des conflits d'usage. Et même vous, en tant qu'élu, vous aurez des arbitrages à faire. Et dans ces arbitrages, vous aurez effectivement à dire, est-ce que c'est pour des activités? Est-ce que c'est pour des équipements publics? Est-ce que c'est pour le logement? Et pour le logement, est-ce que c'est pour le logement social? Vous allez avoir des responsabilités politiques encore plus fortes que vous ne les avez jusqu'à présent. Parce que là, avant de penser n'importe quel aménagement, plus encore qu'hier, vous aurez à penser à l'utilisation de vos fonciers, sachant qu'il y aura fatalement des conflits d'usage dans le foncier. Donc, vous voyez, en fait, on est dans un contexte, et c'est pour ça qu'on a un frein, je dirais, un frein un peu particulier, qui est ce cumul de difficultés qui fait qu'à un moment donné, eh bien, cette machine, cette vieille dame qui a 200 ans, du logement social, l'acte de construire est un secteur à très forte inertie. Donc, quand vous le lancez, il va bien, mais quand vous le ralentissez, il met du temps à ralentir, mais quand il ralentit, etc. Donc, vous voyez, on a ces freins qui sont aujourd'hui des freins cumulatifs qui impactent le modèle économique et qui, effectivement, va obliger à des choix qui sont déjà engagés. Voilà, le zéro artificialisation des sols, c'est un choix qui est fait, mais qui va effectivement obliger de penser les développements différemment. Alors, vous avez abordé justement les questions donc, de densification, de rénovation urbaine, de réhabilitation.
Comment le logement social peut s'inscrire justement dans ces nouvelles démarches qui deviennent de plus en plus demandées par l'État? Alors, pour rebondir et répondre à la question et rebondir sur l'intervention de Sabine, que je souscris pleinement, parce que chacun a donné un frein, mais il y a une multitude de freins, le frein financier, donc c'est voilà. Aujourd'hui, ça fait, c'est pas aujourd'hui, mais comme je dis, c'est aujourd'hui, ça fait 2-3 ans, les maîtres d'ouvrage, les bailleurs sociaux en particulier, mais les maîtres d'ouvrage, nous sommes invités à travailler sur du bâti existant. Donc l'État, il y a 2 ans, a lancé ce qu'on appelle des appels à projets fonds friches, auxquels d'ailleurs on a souscrit. Pourquoi l'État a lancé cela? Parce que je pense que l'État a conscience que c'est très coûteux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit arrêtez d'acheter 1 hectare à la sortie de la commune pour faire 25 maisons individuelles. Aujourd'hui, travailler dans le centre de la commune, acheter le garage machin et la station d'essence, vous allez la démolir et vous construirez dessus. Mais ça devient un peu de démolition, il y a un coût de dépollution. Souvent d'ailleurs on doit dire ben, ok, une fois qu'on fait le calcul, on doit dire je vous achète le terrain, mais c'est vous qui me devez de l'argent tellement que vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est un vrai souci, alors qu'on souscrit tous au fait qu'il faut arrêter de diffuser, de disperser, de construire du neuf, alors qu'on laisse dépérir des friches. Et donc aujourd'hui, il y a des fonds en renaturation, il y a des fonds verts. Il semble que l'État a pris conscience qu'il fallait financièrement, ça coûte très très cher. Donc ça coûte très cher en fonds publics, jusqu'à quand, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne construit plus sur un terrain plat. Aujourd'hui, des terrains plats avec une bonne qualité de sol, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, on achète des vieux bâtiments, manipulés, et donc effectivement, oui, c'est l'avenir. Donc les maîtrises d'ouvrage, d'ailleurs, prennent le pas avec des collaborateurs qui sont plutôt spécialisés, d'ailleurs aussi dans la réhabilitation. Petit à petit, la tendance est là, et pas uniquement que de construire mais on sait que c'est beaucoup plus cher. Souvent, on est sollicité, surtout dans des petites communes. Dans le Sicoral, vous avez des petites communes qui demandent des opérations de centre-bourg. Alors, centre-bourg, c'est souvent, il y a 15 ans en arrière, on nous demandait d'acheter des presbytères. Bon, depuis, il y en a un peu moins, hein, mais combien de bailleurs ont acheté des presbytères pour faire 3 logements? Soyons clairs entre nous, quand un élu dit j'ai un presbytère qui veut faire 3 logements, en général, il n'y a pas 15 bailleurs qui se battent, mais effectivement, ce n'est pas le produit le plus recherché par les bailleurs, parce qu'on sait que c'est coûteux, c'est long, c'est très cher pour 3 logements, mais les bailleurs le font. Voilà, les confrères le font. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus sollicité par ce type d'intervention. C'est ce que je pense là, entre guillemets, à venir. Madame Herlès, sur un complément, et également sur la phase de gestion locative, sur les comportements liés à l'environnement. C'est assez lié à ce complément que je voulais apporter. Il me semble que ce qui sous-tend vos 2 dernières questions, les 3 dernières d'ailleurs, c'est quel est l'intérêt finalement pour les pouvoirs publics locaux de s'adresser à des bailleurs sociaux, des bailleurs de logement intermédiaires, à la différence du promoteur. Il me semble qu'il y a un petit peu de ça dans vos interrogations. Laurent l'a dit de façon très directe tout à l'heure. Un promoteur, il vient sur un territoire, il construit, il vend, il s'en va. Nous, quand on est impliqué sur une collectivité, alors effectivement on se marie durablement. On se marie d'ailleurs aussi durablement quand on construit en propre, mais aussi quand on rachète, pardon pour le jargonnage, en VFA une partie de la production du promoteur privé, quand elle est à le futur achèvement, c'est-à-dire qu'on achète sur plan avant que ce soit construit, et ça permet aux collectivités de venir augmenter le taux de logement SRU. Jusque-là, je pense que ça va. C'est important ce qu'on dit sur la durabilité de la relation, y compris quand on rachète en VFA. J'ouvre une petite parenthèse. Quand l'organisme HLM construit en propre, c'est pas ça bien avec la question d'après, on est en pleine propriété de ces logements. Une fois que Jean-Claude me les livre, on les attribue à un public, on viendra si vous voulez, on les gère,
on les gère à la fois en tant que bailleur, c'est-à-dire qu'on quittance, on perçoit le loyer, on entretient le logement, le bâtiment, mais on entretient aussi la relation sociale avec nos locataires. Et Patrimoine revendique fortement la qualité de gestion de proximité avec ses locataires. Ça veut dire qu'à la fois on est capable de faire de l'accompagnement social d'un ménage, parce qu'on détecte qu'une maman en foyer monoparental avec ses 2 enfants qui commencent à grandir est un peu en fragilité, donc là on peut la faire accompagner sur le volet parentalité. On va détecter que le gamin, un petit immeuble, il commence à déconner un peu et que on peut faire intervenir une asso pour la lutte contre les addictions. On peut aussi se dire que dans cet immeuble dont on a la pleine propriété, il y a une ambiance qui est un peu bizarre parce qu'il y a des voisins, la rencontre ne se fait pas et on a un peu de crispation parce que le chien aboie ou que le petit joue au ballon en pied d'immeuble. Ben là, on est capable de mener des actions d'accompagnement social plutôt d'animation sociale, sur du one-shot ou sur du plus durable, avec un apéro de pied d'immeuble, un repas partagé, ou plus durablement, du compostage ou des potagers partagés. Nous, on peut le faire. Le promoteur, il ne le fait pas. Et quand on n'est pas en pleine propriété, et quand on fait du pur achat en copro, on est fragilisé, parce que sur la copropriété, par contre, notre responsabilité de bailleur social, elle se limite au périmètre du logement. On n'est pas acteur sur les parties communes et la totalité de l'espace résidentiel. Et ça me paraît extrêmement important pour partager avec vous le fait que si on est partenaire de mixité sociale au bénéfice des collectivités, il faut qu'on ait la possibilité de l'être sur tous les champs. Et Jean-Claude et Laurent l'ont très bien exprimé. On l'est, sur les tuyaux, sur les tuyaux et les moellons. C'est-à-dire que oui, on sait construire, on sait réhabiliter, on sait entretenir nos bâtiments durablement, et on y a intérêt, c'est notre patrimoine. C'est notre capital de société. Donc l'enjeu de durabilité, de pérennisation économique nous est évidemment essentiel, sinon on ne fait rien après. Mais on est aussi très attaché à notre mission sociale d'accompagnement de nos ménages et de fidélisation aussi, soit dans le logement, soit dans les parcours résidentiels, ce qui nous met aussi en responsabilité, les uns et les autres, de produire toute la chaîne de logement de type social. Et je vous une parenthèse là encore, pardonnez-moi, je m'en applaudis un peu, logement social bien mal nommé. Parce que en 2023, social, ça résonne public fragile. Mais je crois qu'il faut beaucoup insister sur le fait que social, en réalité, on devrait dire sociétal, logement aidé. Enfin, il faudrait trouver un autre nom, parce que finalement, un des freins aussi, on ne l'a peut-être pas assez dit, c'est qu'il y a une forme d'image répulsive du logement social, avec une espèce d'imagerie collective là, qui résonne au grand quartier sensible, qui est complètement à côté de ce qu'est la réalité du logement social, qui encore une fois devrait pouvoir bénéficier au plus grand nombre. 77% de la population française, au regard de ses ressources, ouvre droit au logement social. C'est né effectivement il y a bien longtemps, mais c'est né quand même aussi de cette idée et d'une conception universaliste du logement, que toutes les personnes qui ne peuvent pas se loger dans le privé devraient pouvoir se loger dans le logement social mal nommé. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit, c'est peut-être mettre en exergue un point qui est peut-être pas suffisamment mis en exergue. Alors, deux aspects. Le premier, c'est que les organismes de logement social sont des aménageurs du territoire. En fait. Ils vont, on l'a pas dit, mais par exemple, ils vont du logement, on l'a un peu dit dans le logement personnel, mais ils font du logement étudiant jusqu'au logement intergénérationnel pour les. Donc en fait, ils font toute la chaîne du logement et répondent à l'ensemble des besoins, et à ce titre, en passant, ils travaillent aussi pour les ministères avec la réalisation de casernes ou de gendarmerie. Et donc, en fait, ils transforment le bâti. Ce n'est pas le cas sur votre territoire, mais il y a d'autres territoires où il y a des casernes qui sont transformées en logement. Et donc, c'est vraiment des acteurs d'aménagement du territoire, et ça, je crois que c'est important. Le deuxième aspect sur lequel il faut aussi avoir à l'idée, c'est qu'en fait, cette action des organismes de logement social qui vient d'être mentionnée, elle a un impact économique sur votre territoire. Et à deux titres.
D'abord, effectivement, l'intervention est multiple. Aujourd'hui, il y a une invisibilité du logement social. On pourrait vous mettre au défi d'aller se promener dans des tissus urbains et de vous dire, dites-nous où est le logement social. Immanquablement, vous nous nommerez du logement social qui date des années 60-70. On ne construit plus du logement social depuis une éternité maintenant, comme celle-là. Mais l'invisibilité du logement social d'aujourd'hui fait que le logement social des années 60 est beaucoup plus visible. Et on a le sentiment, c'est qui explique aussi cette difficulté d'acceptation, parce que pour les gens non initiés et qui ne connaissent pas le secteur, eh bien effectivement, on leur dit logement social, ils nous citent tout de suite des quartiers qui sont des quartiers qui datent des années 60. On ne construit plus comme ça. Donc c'est important. Et le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que l'intervention des organismes sur des villes, en l'occurrence, qui ont un patrimoine historique, ce qui est le cas massivement dans notre région d'Occitanie, eh bien c'est un vecteur de développement économique, puisque, je le rappelle, après l'aérospatiale, la première économie de notre région, c'est le tourisme. Et en fait, la valorisation patrimoniale participe au développement de l'économie touristique de notre région. Et les organismes de logement social sont effectivement des vecteurs de ce développement économique-là. Et on ne le sait pas suffisamment, on ne le sait pas. Dans le cœur historique d'Albi, dans le cœur historique de Montauban, dans le cœur historique de Rodez, dans le cœur historique de Toulouse, vous avez du logement social, vous ne le savez pas, il est aujourd'hui invisible. Et par ce biais-là, il y a une valorisation patrimoniale essentielle. Et donc, voilà, je prends cet exemple parce que je pense que c'est souvent oublié, à mon avis, et ça participe. Et vous posez votre question, c'est de savoir si on réhabilitait, comment on réhabilitait, comment on faisait de la rénovation urbaine. Eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en ouverture, c'est que les organismes du logement social sont là au début de la relation, mais ils sont là tout au fil du patrimoine, de sa vie, y compris lorsqu'il faut démolir et reconstruire. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, la force et le rôle d'aménagement du territoire et la possibilité pour vous d'avoir des interlocuteurs qui s'inscrivent dans la durée. Super, merci beaucoup. Donc, oui, peut-être un truc avant. Juste sur l'aspect, Jean-Claude évoquait l'aspect réhabilitation. Il est sud-ouest, hier on s'appelait Cibo Habitat, le groupe Cibo. Quand nous commencions, je dirais, à chercher, faire exactement la même chose que les autres opérateurs de logements sociaux, à quoi sont venus nous sommes un peu par hasard spécialisés dans les requalifications de centres urbains. Avec des interventions sur des immeubles assez lourds. Oui, ça coûte cher, très cher. Entre guillemets, on peut se le permettre parce que ce sont des petites opérations. C'est chronophage par rapport à nos équipes. C'est hyper valorisant dans nos équipes. On en fait peu. Et quand je dis que ça coûte cher, c'est que ça peut coûter des fois double d'une construction neuve sur un terrain plat. Vous allez me dire, c'est cher par rapport à quoi? Je vous dis par rapport à quoi. Sauf qu'aujourd'hui, on a des glissades sur les coûts. Mais ce qui permet à nos organismes de pouvoir intervenir par rapport à des privés qui vont derrière intervenir et le vendre, c'est que nous pouvons l'amortir et avons cette capacité à l'amortir sur du long terme. C'est là, en fait, notre clé. Et c'est vrai qu'un maire va être attentif à deux choses. Son entrée de ville, par rapport au tourisme, mais également par rapport au tourisme et par rapport à la qualité de vie, et aussi visuelle, la qualité de vie. Le maire va être attentif à son centre-ville, à son cœur de ville. Donc, nous avons accompagné les communes de Toulouse et de Montpellier. Aujourd'hui, ils connaissent le chemin, ils appellent sur les DIA, c'est-à-dire que la mairie plante, parce qu'il y a un habitat qui est installé, parce qu'il y a un habitat qui est dégradé, parce que la mairie a fait jouer tous les outils derrière, parce qu'il y a des arrêtés de péril. Parce que je peux vous garantir que sur Toulouse, vous seriez surpris, surtout en ville de Toulouse, mais ça doit être le cas également sur certains bourgs, vous seriez surpris derrière de la misère des structures qui sont très vieillissantes. Mais quand je vous dis, vous seriez surpris, vous pouvez avoir une jolie façade, je vous garantis que derrière, et c'est là où ça coûte cher. Parce qu'on a des dérapages sur des budgets. Cette spécialisation, elle nous incombe, nous bailleurs, je dis au sens large,
plus particulièrement nous, je parlerai de moi, parce qu'on a fait une trentaine, et on a commencé avec des opérations de 2 logements. C'est hyper chronophage. C'est très bien. Merci. Ce que je retiens là en tant qu'acteur du logement social, du logement intermédiaire, donc, logement sociétal, expression assez parlante qui montre qu'en fait ça va au-delà de la vente d'un produit, comme l'expression des employés par rapport aux promoteurs, donc vraiment des partenaires de durée, potentiellement acteurs importants pour construire des projets de vivre ensemble, intergénérationnels, et qui sont aussi des vecteurs d'attractivité économique, on en a parlé, au niveau du tourisme, mais également pour les enjeux environnementaux, par rapport à la réhabilitation qui n'est pas forcément saisie par tout le monde, si j'ai bien compris. Néanmoins, il y a quand même des freins relativement conséquents par rapport à la période économique. Donc voilà, il y a beaucoup de chemin à faire. Néanmoins, on comprend et le CODEV va s'en saisir par rapport à ces travaux. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Je vous propose un petit temps de questions avec le public, si ça vous va. Je vais essayer de faire circuler le micro. Dans des périodes difficiles où on en a connu. Ce qui peut se passer, c'est forcément il peut y avoir des ralentissements, mais la production, elle sera maintenue. Voilà, il y a des temps de développement d'offres qui seront plus longs, des arbitrages qui seront faits. Mais en tout cas, si vous voulez, actuellement, très clairement, il y a un contexte qui, on le reconnaît, est inédit. Alors, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont pris conscience de ce contexte-là. Alors, il faut dire aussi que le mouvement HLM a alerté sur les effets d'écueil. Donc, je rappelle aussi que même l'État se finit par s'en inquiéter, puisque dans le budget national, le secteur coûte 2% du budget national, mais lui rapporte 25%. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il va y avoir aussi un réveil. On a aujourd'hui des collectivités qui prennent la mesure de la crise et qui annoncent des plans de construction. Et donc, ce faisant, ça devrait pouvoir nous permettre de passer un peu cette période. Voilà, il y a des cycles dans l'acte de construire. Voilà, comme des cycles économiques, il y a des cycles. En tout cas, le mouvement a fait en sorte d'alerter sur cette situation tout à fait inédite. Voilà. On n'est pas... Après, si vous voulez, il y a des choix politiques. Nous, le secteur produit, mais on n'évite pas les permis de construire. L'État définit des politiques, et je le rappelle, la définition des PLH, il incombe aux collectivités aussi. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il faudra probablement faire des choix d'orientation du foncier dans un contexte de zéro artificialisation net des sols, je vous dirais que c'est un appel très clair à la responsabilité des élus locaux. Nous, on a la loi SRU. Je ne vous cache pas que le mouvement du logement social milite pour que la loi SRU soit l'outil qui permette de construire du logement social. Et voilà, sachez. Alors, on a tous oublié, mais par exemple, avant la loi SRU, qui est la première loi SRU date de 2000, elle a été après réactualisée en 2013, mais avant 2000, il y a eu une crise du logement importante, parce qu'on ne construisait plus de logements en France. Parce que entre les premières lois de décentralisation 81 et 82 et 2000, il y a des endroits en France où on n'a plus du tout construit de logement social. A contrario, à certains endroits, trop peut-être, mais voilà. Donc, si vous voulez, on a fait des lois, il y a des lois correctives. Donc, il pourra y avoir une loi corrective qui impose à un moment donné des choix de production. Là, vous abordez le problème certainement du financier. Alors, on va passer sur le fait qu'effectivement, si les PLU ne sont pas très ouverts, s'il n'y a pas de permis de construire, la question du financier se pose pas, parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire. Mais aujourd'hui, un des gros problèmes que je n'ai pas soulevé, parce que c'est le contexte aussi, et puis il est récurrent depuis des années, les bailleurs sociaux en général ont toujours surmonté des problématiques d'équilibre d'opération. Il faut dire que depuis des années, on a été accompagné par la Caisse des dépôts qui prêtait sur 25 ans, puis 30 ans, 35, 40, 45. Aujourd'hui, on en arrive à avoir des prix sur du foncier sur 80 années. Donc, à un moment donné, les élastiques sont tirés au maxi. Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, tous les leviers ont été bougés, mais ça n'empêche pas que le monde du logement social s'est toujours réinventé et a toujours trouvé à surmonter. Un point qui n'est pas neutre, c'est la hausse des coûts des matériaux est un vrai souci. Ça, c'est en train de se stabiliser parce que légèrement, les GRDS ont
retrouvera pas du coup il y a rien, il y a de construction. Mais après, il y a l'inflation aussi, donc les salaires suivent ou ne suivent pas. Il y a quand même globalement, en période d'inflation, les relèvements des plafonds de ressources, les relèvements des plafonds de loyer. C'est pas forcément la solution d'ailleurs, d'augmenter les loyers. Mais nous, ce qu'on fait, comme je dis, nous, c'est les valeurs sociales, les patrimoines en particulier. On crée de la mixité de financement au sein de notre propre programme. À savoir qu'effectivement, aujourd'hui, même quand on doit faire 20 logements, on ne va pas faire forcément 20 logements sociaux. On va peut-être en faire 11, 12, 13 si on peut. Le reste, on va le faire en intermédiaire. Alors, je vais pas rentrer dans le PLS. Effectivement, on va s'éloigner certainement de la réelle demande du logement sociétal ou solidaire, j'appelle d'ailleurs, plutôt que social. Mais on essaie de jouer sur ces leviers-là. Voilà. Est-ce qu'on doit attendre de l'État, des collectivités, qu'elles subventionnent, etc. Je pense que ça, tous les bailleurs ont compris que ce ne sera pas la solution au final pour résoudre les problèmes non plus. Par contre, la loi ZAN fait qu'on constate qu'il y a de moins en moins de fabrication de terrains publics, des fameuses ZAC, que ce soit sur la métropole ou sur le Sicoval, qui permettaient justement d'avoir ces zones d'aménagement concerté à l'initiative des aménageurs publics, permettaient d'avoir du foncier moins cher que le foncier qu'on doit aller trouver par nous-mêmes. Comme tu le disais, Laurent, Stéphanie, on est en concurrence frontale avec les promoteurs publics. Alors après, on peut disserter sur les effets. La crise des années 80-90 a trouvé sa solution avec les lois de défiscalisation qui ont fait revenir du logement sur le marché, mais on connaît les effets pervers aussi de la défiscalisation qui a entraîné des produits de moins bonne qualité, l'inflation aussi des prix. Dernière remarque de Daniel, et après on prendra une autre question. Je voudrais juste savoir s'il y a d'autres questions, comme sûr. Juste un petit point qu'on a demandé. Nous, les demandes qu'on fait, il faut savoir que les prêts, la dette des organismes de logement social est indexée au taux du livret A. Si on vous demandait qui est un livret A, tout le monde me dirait qu'il y a un livret A. Il faut savoir que le livret A est le financeur du logement social. Quand le livret A, le taux du livret A augmente, en général, c'est un message gouvernemental qui dit la production va baisser. Quand le taux du livret A baisse, c'est pas très populaire, on connaît tous, et c'est un signal qu'en fait, on a une politique publique qui est en train de se mettre en place et qui demande aux opérateurs du logement social de produire. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, les prêts souscrits par les organismes du logement social sont indexés sur le taux des livrets A. Donc le taux de livret A a augmenté, et bien s'il augmente d'1%, c'est-à-dire que la dette de l'organisme augmente d'1%. Et il se trouve que notre région, la région Occitanie, est une région où les organismes ont beaucoup construit depuis 20 ans. Parce qu'on avait un retard historique et ils ont beaucoup investi. Et donc en fait, ils sont particulièrement impactés, plus que n'importe quelle autre région en France, par la hausse du taux du livret A. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous, en Occitanie, on a demandé à ce qu'il y ait une désindexation du taux de la dette des organismes de logement social au taux du livret A pour justement permettre de retrouver un peu de souffle. Voilà, j'avais oublié de le dire, mais je crois. En fait, la boîte à outils, elle existe. En fait, si vous voulez, la difficulté majeure que l'on a en France, c'est l'acceptation de la densité. Il y a des pays dans le monde où la question de la densité ne se pose pas. Chez nous, nous sommes historiquement un pays de ruraux, où la densité ne va pas de soi. Et même si on a, nous, dans des régions, par exemple comme Albi ou une ville comme Montauban, sont des villes historiquement denses, plus denses, mais ce qu'on appelle assez couramment la Toulousaine, c'est tout sur de la densité. Donc en fait, si vous voulez, on a un enjeu collectif, mais qui est national, sur l'acceptation de la densité. Et je pense que là, si vous voulez, il va falloir faire preuve de pédagogie et là, de travailler avec les architectes pour qu'en fait, il y ait une forme beaucoup de recherche et une forme d'acceptation. Votre question est intéressante, la précédente aussi. Du logement sociétal, je parlerai moi de logement abordable. Le logement abordable, on peut tout y ranger. Mais c'est notre métier. L'arsenal des outils, reconstruire la ville sur la ville, c'est de la TVA. Ça va produire fiscalement du meuble neuf. On a des contraintes inhérentes à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des contraintes et des normes qui vont arriver, qui vont enchérir. Enfin, quand on produit, il
faut avoir un permis de construire avec les bâtiments de France, effectivement, comme le souligne Jean-Claude, et c'est au commun. Mais quand on reconstruira la ville sur la ville, il ne faut pas oublier qu'un logement, on va accepter qu'un logement, on va même plus se poser la question, il faut qu'il soit bien isolé, il faut qu'il soit bien desservi. Quand on tire de la chasse, ça s'évacue. Il faut que l'eau chaude arrive instantanément. C'est la base, tout le monde l'a oublié. Sauf que on démarre là. Tout à l'heure, on parlait de moellons, de tuyaux. On démarre là. Aujourd'hui, le logement, il faut qu'il soit connecté. Pour autant, nous souffrons sur nos livraisons systématiquement avec la fibre optique. Mais c'est récurrent, mais la fibre optique, c'est depuis 2 ans, nous livrons, sauf qu'au sens du CCH, on ne peut pas accepter une livraison, on ne peut pas, le logement n'est pas. Sauf qu'avec les usages et les nouveaux usages d'aujourd'hui, ce logement doit être fibré. Vous avez du télétravail, on va se poser la question par rapport à, et ça c'est-à-dire que je fais une critique sur la promotion immobilière. Non, je peux faire une critique derrière sur les différentes lois de défiscalisation qui ont produit à 60 ou 70% des logements qui n'étaient qu'une ligne de défiscalisation pour une personne. Donc on a fait un produit. J'ai commencé à travailler, on faisait des T2 de 53 mètres carrés, on faisait des arrière-cuisines de T2. Aujourd'hui, les T2 font 32 mètres carrés. Parce que ça ouvrait pour le promoteur le spectre de pouvoir vendre un produit de plus en plus cher au plus grand nombre pour qu'il puisse se défiscaliser. Nous, je crois qu'on fait du logement abordable, mais on fait du logement qui doit être... Ces questions-là, on se les pose parce qu'on va le garder, le logement. Donc, on va sur les requalifications urbaines. Oui, il y a des outils. Il y a des outils qui sont des outils, entre guillemets, fiscaux, j'aime pas le mot. Il y a des outils financiers sur des accompagnements de long terme, parce que c'est des opérations chères. Heureusement que nous avons également du patrimoine qui est amorti, qui nous permet de pouvoir financer ces opérations, bien que souvent elles ne soient pas très grosses. Les frais financiers, notre structure passe de 3,5 millions d'euros à 8 millions d'euros. Voilà. Nous avons un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros, c'est pour vous donner l'échelle de l'impact. C'est violent, c'est massif, c'est plus que la masse salariale. Pas trahir ces chiffres, mais des outils, il y en a. Après, c'est des volontés d'orchestration. Et puis, on parlait des ABF, on parlait des bâtiments de France. Aujourd'hui, oui, il faut des tuyaux, oui, il faut du confort, c'est normal, c'est la base. Il faut qu'on ait envie, nous-mêmes, de vivre. Il faut s'y projeter. Est-ce que le logement qu'on va construire, qu'on va acheter, qu'on va réhabiliter, il faut des sorties? Il faut se poser cette question-là. Si vous faites un local à vélo collectif, si vous avez le vélo sur le balcon, c'est que nous, d'ailleurs, on n'avons pas à l'usage derrière de la mobilité douce. Quand on a une maison en garage, le garage, il ira jamais une voiture. Il ira la tondeuse, il ira c'est tout ça. Je voudrais boucler la boucle d'une certaine manière, parce qu'effectivement, Laurent vient de beaucoup insister sur la qualité d'usage, ce qu'on appelle la qualité d'usage. J'entendais monsieur qui soufflait, travailler sur l'acceptabilité de la densification dans laquelle, effectivement, on sent bien que la voisine à laquelle on ne peut pas soustraire, à laquelle on est tous d'accord pour la soutenir, ça demande effectivement de travailler sur le confort de vie à l'intérieur du logement. Le confort technique, et bon, je pense que tu as décrit à peu près, mais aussi le confort de vie sociale. Et pour boucler la boucle, il me semble qu'un des leviers, mais vous l'avez identifié en réalité dès l'introduction, un des leviers d'acceptation et de travail à la qualité de la vie sociale, c'est le projet résidentiel, c'est le projet de vie, c'est la participation. Alors peut-être pas la participation qui fait très peur à Jean-Claude Mestre, où on va demander aux habitants comment on conçoit le logement dans sa forme technique, et il a raison là-dessus, pas de démagogie sur l'habitat participatif, demander aux habitants de s'impliquer 6 ans, je relativise, 3 ans avant effectivement la livraison de leur logement, c'est extrêmement compliqué sur le volet technique et juridique, il n'y a pas de doute. Par contre, avoir des grands standards de qu'est-ce qui permet
dans la conception de l'habitat, d'avoir une vie sociale harmonieuse avec des gens qui se connaissent, des gens qui ont envie de faire des choses ensemble et de partager de la convivialité, même dans des formes denses, ça existe. Et le même opérateur auquel tu faisais référence tout à l'heure a aussi produit une très belle opération sur la cartoucherie de 99 logements, très difficilement reproductibles, mais où les habitants du départ allaient à 60% sont les habitants de l'atterrissage. Donc il ne faut pas balancer l'enfant avec l'eau du bain. Les opérations d'habitat participatif, elles sont coûteuses pour les opérateurs qui s'y engagent, mais elles sont vecteurs véritablement, et je pense que c'est intéressant pour le CODEV dans la façon dont vous êtes saisi du sujet, de réforme de nos pratiques professionnelles collectives dans le mariage que les promoteurs sociaux que nous sommes doivent avoir avec les collectivités. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à les regarder de très, sans être démago, pédagogique sur ces opérations, pour le vivre ensemble, pour l'acceptation, y compris la notification. On va terminer sur ce terme, le vivre ensemble. Merci beaucoup, merci à tous. Bon, vous pouvez les applaudir de nouveau. Ouais.